Alors, donc on m'a demandé de parler aujourd'hui de l'hémovigilance. Donc moi je suis correspondant d'hémovigilance pour la région Normandie. Et donc je vais vous rappeler un petit peu les grands axes de l'hémovigilance aujourd'hui en 2011, avec quelques données nationales pour étayer un petit peu ce diaporama et voir un petit peu quel est l'intérêt de tout ce que l'on recueille, parce que finalement vous faites partie des acteurs de l'hémovigilance à une étape de la chaîne, et à quoi ça sert. Donc voilà. Alors la définition de l'hémovigilance qui figure dans le Code de santé publique est la suivante, avec un certain nombre de mots qui ont une importance particulière. Donc l'ensemble des procédures de surveillance et d'évaluation, des incidents, mais aussi des effets indésirables survenant à la fois chez les donneurs et chez les receveurs de produits sanguins, et portant donc sur l'ensemble de la chaîne transfusionnelle, depuis la collecte des produits jusqu'à la distribution et à la transfusion chez le receveur. En parallèle, donc, on a aussi tout le suivi épidémiologique des donneurs aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre de mots importants dans cette définition, en particulier les mots incidents et effets indésirables. Au départ, l'hémovigilance, quand elle a été créée, on s'est beaucoup axé sur les effets indésirables, en particulier les effets indésirables au receveur. Donc les effets indésirables, ce sont toutes les réactions nocives qui peuvent survenir donc à la suite d'une transfusion chez un receveur. Aujourd'hui, on se tourne aussi vers l'hémovigilance du donneur et vers les effets indésirables qui peuvent survenir à la suite d'un don. En parallèle, aujourd'hui, on va rechercher l'évaluation et la déclaration des incidents. Donc les incidents, c'est un peu différent. Là, on a derrière ce mot la notion d'un dysfonctionnement. Donc un dysfonctionnement qui peut s'accompagner d'un effet indésirable ou pas. Donc voilà, à partir de tout ça, vous allez voir un petit peu toutes les déclarations que l'on peut faire. Donc, au niveau local, les acteurs, ce sont les professionnels de santé, à la fois des établissements de santé et des établissements de transfusion sanguine. Ces gens-là se réunissent dans des comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance qui sont organisés au sein des établissements de santé, 3 fois par an selon la législation, et où on va discuter de tous les thèmes relatifs à la sécurité transfusionnelle dans cet établissement. On va valider un certain nombre de procédures, faire le point des effets indésirables justement qui sont survenus. Et donc, on a un correspondant d'hémovigilance par établissement de santé et un correspondant d'hémovigilance par site transfusionnel. Au niveau de la région, on a l'établissement français du sang, le site, donc l'ETS régional, et on a un coordonnateur d'hémovigilance qui est basé à l'ARS. Et puis au niveau national, donc on a l'EFS national, le centre de transfusion sanguine des armées, on a l'Institut de veille sanitaire, et on a l'AFSAPS, avec, au niveau de l'AFSAPS, une commission nationale d'hémovigilance. Alors, les grands axes aujourd'hui de l'hémovigilance, il y en a 5 principaux. Donc la déclaration des effets indésirables au receveur, c'est ce qui a été mis en place lorsque l'hémovigilance a été créée en 1994. La déclaration des effets indésirables au donneur, plus récente. La gestion des informations post-don, qui est un peu la limite entre les deux, puisque c'est une information qui nous vient d'un donneur, mais avec pour conséquence des répercussions chez un receveur. Et puis la déclaration des incidents graves de la chaîne, qui est en rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure, la déclaration de tout ce qui est incident dysfonctionnel. En parallèle de tout ça, on a la réalisation des enquêtes transfusionnelles. Donc tout ça n'est possible que si on a une bonne traçabilité des produits sanguins. C'est vraiment le socle de notre activité, la traçabilité des produits sanguins. C'est-à-dire le recueil de toutes les informations concernant à la fois le don, mais ensuite la fabrication du produit, et puis donc sa distribution, et les incidents et effets indésirables qui peuvent être liés à la transfusion de ce produit. Donc, si on commence par la déclaration des effets indésirables au receveur, à quoi ça sert? Donc le but de ces déclarations-là, c'est de pouvoir nous donner l'alerte et de nous permettre de pouvoir intervenir rapidement lorsque un effet indésirable peut mettre en cause éventuellement un autre receveur. Parce que vous savez qu'à partir d'un don, on fait plusieurs produits, et qu'un effet indésirable en particulier infectieux qui survient lors de la transfusion d'un des produits du don peut nous permettre de bloquer les autres produits de ce don pour éviter d'autres incidents chez d'autres receveurs de ce même don. Deuxième objectif, c'est à partir du recueil de toutes ces informations, de pouvoir en faire une analyse, un suivi épidémiologique et de pouvoir mieux connaître les causes de ces incidents et de pouvoir mettre en place éventuellement des mesures préventives
si on arrive à repérer les mesures possibles. C'est ce qui était le cas, par exemple, avec le dépistage des anticorps anti-HLA chez les femmes pour lutter contre le trafic. On vous en parlera plus largement demain. Donc, voilà. Alors, cette déclaration des effets indésirables, elle est réglementée par une décision qui date de 2007 et qui précise bien que tout professionnel de santé qui a la connaissance d'un effet indésirable qui survient chez un receveur doit le signaler au correspondant d'hémovigilance de l'établissement où a été transfusé le produit, ou à défaut, s'il n'est pas joignable, au site transfusionnel qui a délivré ce produit. Donc, cette déclaration doit être faite sans délai, théoriquement, et au plus tard dans les 8 heures. En pratique, on a parfois du mal à avoir ces informations dans ce délai-là. Donc là, on a un rôle aussi de sensibilisation auprès des ES. Donc la déclaration va se faire au moyen de l'affaire, donc c'est la fiche d'effet indésirable au receveur, et elle sera saisie dans un logiciel national. Alors aujourd'hui, il y a un groupe au niveau national, le groupe du réseau national d'hémovigilance, qui a élaboré un certain nombre de fiches techniques de façon à aider les déclarants dans la méthode de déclaration, dans l'analyse de ces événements indésirables, de façon à fiabiliser toute l'analyse qui peut être faite derrière, sur un plan épidémiologique. Donc, quand on a à déclarer un effet indésirable au receveur, il va falloir le côté en termes de gravité. Donc la gravité allant, pendant des années, on avait les stades allant de 1 à 4 uniquement, c'est-à-dire sévère, avec une acétale immédiate et éventuellement manœuvre de réanimation, voire décès du receveur. Et puis on nous a ajouté ce grade 0 qui correspond, vous voyez, à des transfusions inappropriées d'un produit sans manifestation clinique et biologique. C'est-à-dire que là, on a une transfusion qui est réalisée chez un patient. A priori, ce n'était pas un bon produit, mais on a eu de la chance, pas de manifestation ni clinique ni biologique. Donc ça, ce sont tous les dysfonctionnements. Et vous verrez quand je vous donnerai les chiffres qu'il y en a. Il y en a un certain nombre tous les ans. On a de la chance. Ça se termine bien. Quand on déclare un accident transfusionnel, on va devoir aussi déterminer l'imputabilité de la transfusion dans cet incident. Parce que, après tout, ça peut survenir pendant une transfusion, mais il est possible que ça ne soit pas la transfusion qui soit à l'origine. Donc, on a là aussi 5 niveaux d'imputabilité qui sont possibles, allant donc de 0 à 3. Donc, imputabilité exclue improbable, possible, probable, certaine. C'est pas toujours facile de savoir dans quelle case on se positionne. C'est pour ça que les fiches techniques nous servent aussi de façon à ce qu'on essaye au niveau national d'avoir une interprétation homogène des incidents. Et puis on a éventuellement le cas où c'est non évaluable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, est-ce que c'est la transfusion qui est à l'origine, est-ce que c'est concomitant et après tout la transfusion n'y est pour rien. Donc voilà. Donc si vous, voilà des données nationales qui regroupent à la fois, donc en bas, la courbe du bas, vous avez l'évolution du nombre de produits transfusés depuis 1994, depuis la mise en place de l'hémovigilance. Vous voyez, ça a commencé au départ par baisser aujourd'hui. Et donc depuis, ça augmente régulièrement, les 3 millions pour 2010. Et en haut, en parallèle, vous avez la courbe de déclaration des incidents. Alors on voit très bien que l'hémovigilance a mis un certain temps à s'installer, à ce que les gens déclarent. Et puis on est arrivé à une phase de plateau, et aujourd'hui on est plutôt sur une tendance descendante. Donc on arrive aujourd'hui en 2010 à environ 2,47 effets indésirables receveurs pour 1000 produits transfusés. C'est une moyenne nationale. Alors on peut être un peu au-dessus, un peu au-dessous. Après, il faut exploiter les chiffres comme il se doit. Hein, parce que c'est pas parce qu'on a beaucoup, ça peut être aussi parce qu'on les déclare bien. On peut ne pas en avoir beaucoup parce qu'on déclare rien. C'est pas pour ça qu'on transfuse mieux. Donc après, ce sont des choses qui sont analysées dans les comités de sécurité transfusionnelle, justement. Donc, pour 2010, on a eu quand même 7440 effets indésirables qui ont été déclarés au niveau national. 3916 avec une forte imputabilité transfusionnelle, comme je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire une imputabilité certaine ou probable. Sur ces 3900, 2058 étaient immédiats, donc c'est-à-dire on considère comme immédiats tous les incidents qui surviennent dans les 8 jours. Donc c'était de l'immédiat. Et dans ces immédiats, vous voyez qu'il y a quand même 137 notifications de
grade 0, c'est-à-dire les fameux qui sont transfusions d'un produit inapproprié sans conséquences cliniques ou biologiques. Donc en gros, toutes les erreurs qui finalement se sont bien terminées. 1858, effet indésirable retardé. Donc ça, c'est tout ce qui survient au-delà de 8 jours, avec comme cause principale toutes les alloimmunisations, l'apparition d'anticorps anti-érythrocytaires, soit dans le système HLA, soit dans le système érythrocytaire. Si on regarde un petit peu les différentes catégories d'incidents que l'on a eues, avec la première cause de déclaration des incidents, ce sont les allergies. Et ça, depuis des années, on tourne aux alentours de 40% d'incidents effets indésirables receveurs à type d'allergie. La deuxième cause, ce sont toutes les réactions fébriles non hémolytiques. Donc on va vous reparler après, la présentation suivante va vous redétailler un petit peu les différents types d'incidents. Alors je ne vais pas trop m'étendre dessus. Donc ça, c'est toutes les réactions fébriles pour lesquelles on n'a trouvé ni anticorps, ni problème... les problèmes infectieux qui puissent expliquer cette poussée hyperthermique. Donc les fiches de synthèse dont je vous parlais tout à l'heure détaillent vraiment les conditions dans lesquelles on doit envisager ce diagnostic. On m'entend, oui. Donc voilà. Ensuite, donc, vous voyez qu'on a tout ce qui est incompatibilité immunologique. Alors là, contrairement à la réaction fébrile non hémolytique, on va mettre là les gens qui ont peut-être un anticorps, effectivement, qui ont un anticorps, mais chez qui on a eu une réaction clinique ou biologique. Et puis, donc après, vous avez les œdèmes pulmonaires de surcharge, qui sont probablement une des causes qui est sous-déclarée au niveau national. Donc voilà, puis après, un certain nombre d'autres causes. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que la première cause, c'est l'allergie, et ensuite, on a toutes les réactions fébriles non hémolytiques. Les incidents bactériens transfusionnels, c'est-à-dire vraiment les incidents bactériens liés à une contamination de la poche étant vraiment en très très petite quantité. Donc là, je vous ai mis incompatibilité ABO, parce que les incompatibilités ABO, il y en a toujours, tous les ans, malgré tous les efforts, malgré les circulaires qui sont sortis, toutes les précautions que l'on va prendre pour, avant un acte transfusionnel. Donc vous voyez, en 2010, il y en a eu 13. Alors en fait, ceux qui sont importants, ce sont ces 7-là, parce que ces 7-là sont des incompatibilités dans un contexte transfusionnel concentré de globules rouges, et forcément, elles font suite à un dysfonctionnement. Parce que c'est normal qu'on ait une incompatibilité hématolytique ABO avec un concentré de globules rouges, donc un dysfonctionnement qui peut se situer au niveau de l'EFS ou au niveau de l'ES. En pratique, ils étaient tous au niveau d'un ES. 6 dans une unité de soins directement, c'est-à-dire les inversions de produits dans un service, quand on reçoit plusieurs produits entre deux patients, et puis un dans un micro-relais, avec une erreur d'aiguillage des produits. Donc vous voyez, pour vous dire, il y en a toujours, mais ça s'est quand même bien amélioré depuis 2000, on voit bien que la courbe est en phase décroissante, mais régulièrement on a quand même un décès par accident ABO, et donc il y en a eu un en 2010, on n'en avait pas eu pendant plusieurs années. Et donc, voilà, une situation. Alors, les infections bactériennes transmises par transfusion. Alors, évidemment, quand on a de la fièvre chez un patient qui est transfusion, on peut toujours se poser la question, est-ce que c'est la transfusion? Et puis, si c'est la transfusion, est-ce que c'est lié à une infection, une contamination bactérienne du produit ou pas? Donc, il y a des gens qui déclarent et qui mettent infection bactérienne, puis après, on fait tout le bilan, et puis on s'aperçoit que finalement, le produit n'y est pour rien. C'est pour ça que vraiment, les infections bactériennes transmises par transfusion, il y en a eu beaucoup de déclarés, 543, mais après, quand on regarde l'imputabilité transfusionnelle, c'est là-dessus qu'on joue, vous voyez, il y en a 523 où l'imputabilité transfusionnelle est exclue improbable ou non évaluable. 17 où on a une imputabilité 1 qui était possible. Et puis, il y en a 3 qui ont été confirmés. Sur les 3 confirmés, donc, vous voyez que les produits en cause sont les plaquettes, produits facilement à l'origine de ce type d'incidence qui ne sont pas bien concernés, pas bien prélevés, puisque c'est des produits qui sont conservés à température ambiante, donc un bon milieu pour le développement des germes. Et donc, on a eu un grade 1, un grade 2 et un grade 4. Donc, 3 incidents en 2010. Je n'ai pas mis les germes, donc dans les germes, il y avait un peu de acide chez un donneur qui était totalement asymptomatique au moment de son don, et qu'il était toujours, d'ailleurs, quand on l'a enregistré, quand on l'a interrogé après,
mais chez qui on a retrouvé effectivement le CDU positif, avec un germe qui était vraiment le même, et on ne peut mettre une imputabilité transfusionnelle certaine que si vraiment on a retrouvé le même germe sur la poche et chez le patient. Et donc là, on a vraiment le même germe avec le même génotype. Voilà, donc l'évolution depuis 2000 de ces effets indésirables à un type d'incident bactérien, vous voyez qu'on est quand même en diminution. En 2010, on en a beaucoup moins, mais bon, on a du mal à être à zéro aussi. Les trallies, alors ça aussi, ça vous sera développé plus précisément demain, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Ce sont ces œdèmes pulmonaires lésionnels, assez souvent en relation avec des anticorps anti-HLA, soit présents chez le donneur, soit présents chez le receveur, et donc qui sont à l'origine d'une détresse respiratoire qui survient dans les heures qui suivent une transfusion. Donc 86 suspicions en 2010, 11 d'imputabilité exclue improbable ou non évaluable, et 54 d'imputabilité possible. 18 seulement ont été retenus avec une imputabilité transfusionnelle forte. Donc 5 grade 2 et 1 grade 3. Donc la nazéine vitale immédiate, donc c'est souvent des incidents graves. Alors quand on regarde un petit peu les bilans qui ont été faits, puisque dans ce cas-là, le bilan c'est d'aller rechercher les anticorps anti-HLA chez le donneur et chez le patient, et bien on en a 9 où on a vraiment une origine immunologique prouvée, c'est-à-dire qu'on a vraiment trouvé l'anticorps chez le donneur et l'antigène correspondant chez le patient, ou inversement. C'est ce qu'on appelle les trallies inversées. Un où l'origine immunologique était suspectée, c'est-à-dire qu'on a bien l'anticorps, mais on n'a pas pu faire la preuve que le patient avait l'antigène, ou inversement. Une où l'origine immunologique est inconnue, c'est-à-dire que là, il n'y a pas eu de bilan fait, donc on ne sait pas. Et 6 pour lesquels le bilan était négatif, parce que certains trallies sont dus à seraient en rapport avec l'âge peut-être des produits à des lésions de conservation, et donc on a des trallies parfois, alors que les anticorps sont totalement négatifs. Ça concerne les allergies survenues avec du plasma en 2010, grade 3 et 4, donc les allergies graves, c'est-à-dire vraiment le décès de patient ou le plus souvent c'est des menaces vitales immédiates en fait, ce n'est pas des décès. Donc il y a deux colonnes parce que là on a repris simplement les imputabilités transfusionnelles fortes, c'est-à-dire certaines ou probables, alors que là on a toutes les imputabilités possibles. Donc voilà, le nombre d'effets indésirables déclarés, il y en a eu 22 si on prend les imputabilités transfusionnelles fortes. Vous avez là le nombre de produits qui ont été cédés. Donc en 2010, on a cédé évidemment beaucoup plus de plasma bleu de méthylène que de plasma inactivé à la motosalène ou de plasma solvant détergent. Et donc voilà le risque par produit qui a été retenu en 2010. Donc une allergie pour 16 000 transfusions avec le plasma BM, une pour 17 000 avec le plasma inactivé au bleu de méthylène et une pour 7 000 avec le plasma inactivé au solvant détergent. Voilà pour les allergies. Et puis les essais dans un contexte transfusionnel. Alors un essai dans un contexte transfusionnel, ça ne veut pas dire que la transfusion est à l'origine, pas forcément, parce que c'est parfois des patients qui sont dans un état terminal. Donc 37 décès ont été déclarés, mais par contre ceux pour lesquels on a retenu un lien de causalité fort avec la transfusion, il y a eu un œdème pulmonaire de surcharge, et ça, il y en a certainement, mais qui ne sont pas forcément tous déclarés. Une hémolyse drépanocytaire, une incompatibilité immunologique, et c'était le cas de l'accident par incompatibilité ABO dont je vous ai parlé tout à l'heure, et l'incident bactérien, c'est celui aussi dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'ITT, ça veut dire incident bactérien transmis par transfusion. Voilà pour les effets indésirables receveurs. Donc les effets indésirables receveurs, c'est vraiment ce qui a été à l'origine de la déclaration, de la mise en place de l'hémovigilance, c'est vraiment ce qui a été mis en place en premier. Les informations post-don, alors ça c'est un deuxième versant de l'hémovigilance receveur. Et le but de ces informations post-don, alors vous participez peut-être à la chaîne de recueil de toutes ces informations post-don et de la sécurité par rapport à ces informations. Parce que le but est de recueillir toutes les informations qui surviennent donc, à partir du donneur et qui pourraient mettre en cause la sécurité des produits issus de son don, soit son dernier, soit un don antérieur. Et qui peuvent représenter un risque sanitaire pour le receveur. Et donc, dans certains cas, le produit est encore chez nous, dans certains cas, il est parti. Donc, le but de recueillir ces informations, c'est de permettre le blocage des produits à partir du moment où on a l'information. Il faut être réactif.
Et donc, ça implique des procédures, aussi bien au niveau de l'EFS que aussi au niveau des ES, puisque quand on les informe, il faut qu'ils aient des procédures de rappel des produits et qu'ils soient en mesure de débloquer un produit quand on leur donne l'information. Alors, les ETS ont des procédures locales, évidemment, mais tout le monde travaille sur la même base, c'est-à-dire que c'est vraiment le schéma des étapes de déclaration des ITD. On reçoit un signalement, on analyse l'information. La première chose, c'est d'aller voir où sont les produits. S'il y a des produits thérapeutiques, donc ou bien ils sont chez nous, et là c'est relativement simple, on est en mesure de les bloquer informatiquement et physiquement et d'empêcher donc leur sortie. Et après on réfléchit, est-ce qu'on les libère, est-ce qu'on les détruit? La première chose, c'est de les bloquer de façon à pouvoir réfléchir sur ce qu'on fait derrière. Ou bien ils sont partis. Alors s'ils sont sortis de chez nous, c'est un petit peu plus compliqué. Ils ont été délivrés pour un patient ou distribués dans un dépôt de sang. Donc là, il va falloir aller informer le destinataire du produit, donc soit le dépôt de sang, soit le patient. Et donc, enfin, c'est pas le patient qu'on informe, on informe le prescripteur de façon à ce qu'il puisse suivre son patient et ça peut déboucher sur des enquêtes transfusionnelles éventuellement. Donc, si on regarde un petit peu la répartition de ces informations post-don, la première cause d'information post-don, c'est le risque infectieux. 85%, le risque infectieux chez le donneur, alors surtout les infections ORL et les infections gastro-entéraux. Après, on a tout le côté risque théorique, c'est plutôt les informations post-don retardées, où on retrouve là-dedans les gens qui nous disent qu'ils ont été transfusés et qu'on n'aurait pas dû prélever mais qu'on a prélevé. On a les risques en rapport avec la maladie de Creutzfeldt, d'accord. Donc voilà, c'est ça, c'est plutôt les risques théoriques. Et puis on a d'autres risques, parfois des médicaments, certains médicaments tératogènes. Voilà. Alors, là où il faut vraiment être réactif, c'est surtout sur tout ce qui est information post-don immédiate, en particulier le risque infectieux, pour ne pas laisser partir le produit. Donc vous voyez, dans les risques infectieux, première cause, le risque bactérien, ORL, gastro-entéraux. Le risque urinaire, on a vu ce que ça pouvait donner, donc c'est vraiment quelque chose d'information très importante à prendre en compte. Ensuite, la deuxième cause, donc tout ce qui est divers, on met là-dedans toutes les choses qu'on ne peut pas mettre ailleurs, dont des médicaments, dont certaines personnes qui ont donné alors qu'ils ne nous ont pas mentionné certaines informations, puis ils le mentionnent le don d'après. Alors que le don d'avant a été effectué alors qu'on n'a pas fait, par exemple, là, la recherche de paludisme. Donc, alors, on va faire décaler, éventuellement, on va informer. Certains comportements à risque chez les donneurs. Donc, la question, c'est toujours de se dire, le dernier don qu'il a effectué, est-ce qu'il est dangereux pour le patient qui l'a reçu? Donc ça, c'était pour vous montrer que on a un certain nombre d'informations qui nous arrivent régulièrement, tous les jours, et qu'il faut bloquer. Et on a un flux qui est assez différent en fonction des saisons. Ça, c'est une courbe normande, ça, c'est pas national. Donc voilà, c'est l'évolution depuis 2001. Alors, le nombre d'IPD augmente progressivement. Quand ça s'est mis en place en 2000, il y en avait un certain nombre, puis progressivement, il y en a de plus en plus, parce que les donneurs sont beaucoup plus sensibilisés qu'ils ne l'étaient à cette époque-là aussi. Et en fonction des trimestres, on voit que c'est différent. Donc là, on voit que les gros trimestres, c'est l'hiver, donc premier trimestre, et puis dernier trimestre, donc l'automne. Ouais. Le printemps et l'été, c'est beaucoup plus calme. Et il y a des jours où, quand on arrive le lundi matin, on a un certain nombre de papiers sur le bureau quand même. C'est pour ça que c'est important que les gens qui ont reçu l'information soient en mesure de déjà les bloquer avant qu'on puisse les analyser. Alors, à partir du moment où le produit est sorti de chez nous, donc parti chez un patient ou parti au LFB, ou à partir du moment où on a un client qui a reçu le produit, on doit déclarer à l'ARSAP cette information post-don. Il y en a eu 1200 qui ont été déclarés en 2010. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu, le siège suit un ratio de déclaration en fonction des régions. Ouais. Donc en gros, on est à 0,49% prélèvement, à peu près. 0,39% prélèvement. Donc on déclare plus ou moins. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de texte qui régit la déclaration des informations post-don. On va y en avoir un, c'est quelque chose en préparation pour l'année prochaine. Donc je pense que c'est un peu plus homogène. Je vais passer vite parce que là tout le monde va se reconnaître. J'ai commencé à se dire, chez nous on ne déclare pas. Donc voilà. Alors il y a des gens très très déclarants, et puis il y a des gens qui déclarent.
Alors c'est intéressant quand même en hémophilie de suivre justement le taux de déclaration de ces différents sites. Ça fait partie des indicateurs qui peuvent être intéressants parce que si on voit un site qui ne déclare jamais, on peut se poser la question, est-ce que les donneurs sont bien sensibilisés ou pas? Après tout, si le donneur ne apporte pas l'info, on ne peut pas la trouver. Hein. Donc le tout, c'est de bien sensibiliser nos donneurs aussi. Donc c'est quand même un axe fondamental de la sécurité transfusionnelle. Donc il faut qu'il existe sur le site ETS une protection de blocage connue de tous, parce que tout le monde peut bloquer, tout le monde ne peut pas débloquer, et tout le monde peut bloquer. C'est le rôle de tous. Une réactivité 24 heures sur 24, ça peut être l'hémogilance en journée, et la nuit c'est souvent sur les techniciens de distribution de carton. On vient sûrement dans la salle, c'est certain. Donc voilà, et ça repose sur une information des différents acteurs, donc à la fois le personnel qui reçoit les informations post-don et les donneurs. Parce que c'est sûr que si les donneurs ne donnent pas les infos, et d'employés bloqués. Alors l'analyse de ces informations post-don est parfois délicate, effectivement, parce que ça va quand même entraîner des répercussions sur les produits. On va détruire des produits, donc il ne faut pas non plus en détruire trop. Et puis des répercussions sur le donneur, parce que parfois ça va déboucher sur une contre-indication chez le donneur, et on va peut-être éliminer de notre fichier un donneur. Donc il faut bien se poser la question de savoir si c'est une vraie information post-don qui contre-indique un donneur. Donc deux notions importantes. C'est que le principe de précaution doit être intégré systématiquement dans notre réflexion quand on analyse une information post-don, mais qu'en parallèle, donc effectivement, précaution par rapport au receveur, parce que c'est dangereux pour le receveur, mais en parallèle, il ne faut pas qu'on aille ouvrir des parapluies en permanence, parce que sinon on n'a plus de produit. Voilà, donc il faut vraiment. Donc c'est pas facile, et c'est pas facile d'avoir une conduite homogène, même au sein de la région, alors au niveau national, c'est fort. Donc il y a eu un document qui a été créé de conduite à tenir par rapport à justement l'analyse de ces informations post-don. Et maintenant on a un document cadre qui, en fonction de la nature de l'information, du délai d'apparition par rapport au don, va nous dicter un petit peu la conduite à tenir en fonction du produit qu'on a eu. C'est-à-dire, est-ce que c'est du plasma niveau-atténué, est-ce que c'est du plasma LFB, est-ce que c'est des plaquettes, est-ce que c'est des rouges, et on ne va pas avoir la même conduite en fonction du type de produit, s'il est inactivé ou pas. Voilà, les informations post-don. Alors ensuite, on passe aux effets indésirables donneurs. Donc ça, c'est plus récent, ça c'est mis en place de façon plus récente. Et le but là, c'est de recueillir aussi toutes les informations concernant les incidents ou les réactions indésirables qui peuvent survenir chez un donneur à la suite de son don, et qui sont donc en relation avec ce prélèvement. C'est plus récent, il y a une décision de mai 2007 qui a mis en place cette déclaration, et qui vient d'être modifiée l'année dernière par une nouvelle décision en juin. En précisant un petit peu les notions. Alors là encore, tout professionnel qui a la connaissance d'une information concernant l'effet indésirable survenu chez un donneur doit le déclarer donc sans délai, et au plus tard dans les 8 heures, au correspondant d'hémovigilant de l'ETS, ou à la personne habilitée, parce qu'il peut y avoir un hémovigilant délégué sur le site où le candidat s'est présenté. Donc sont considérés comme effets indésirables donneurs toutes les réactions nocives qui surviennent chez le donneur après son don et qui sont susceptibles d'être liées au prélèvement, et sont considérées comme graves celles qui ont nécessité une prise en charge médicale, un traitement, une consultation extérieure. Là encore, la déclaration se fait par saisie sur un logiciel national, toujours le même, qui est tous les versants d'hémogilance, et puis on a un document type de l'APSAPS qui est la fiche d'effets indésirables graves donneurs. Là aussi, on va déclarer des grades de gravité qui vont aller donc de 1 à 4. Alors, on a beaucoup de grades 2 maintenant, puisqu'à partir du moment où un donneur a fait un malaise vagal avec une perte de connaissance, même si elle a duré 3 secondes, ça passe en grade 2. Donc forcément, comme c'est la première clause de déclaration des effets indésirables donneurs, on en a beaucoup. Alors avant, on ne déclarait pas tout ça à la taxe, maintenant il faut les déclarer, donc ça tombe beaucoup. On est passé, nous, en Normandie, juste l'exemple normand, il y a 2 ans, on en avait déclaré 33, l'année dernière 85, et là aujourd'hui, on est déjà à 180 pour cette année. Donc c'est plus gros. Surtout, c'est tout ce qu'on nous demande, le poids, la taille, le type de machine, le numéro du kit, enfin bon, c'est pas tout précisé. Et là aussi, on va devoir dire si cet incident il est en rapport avec le don ou pas. Donc un degré d'imputabilité qui va encore de 0 à 3 avec un non-hématome. Donc c'est sûr que si on pique un hématome, on est sûr que c'est la transfusion. Mais si le patient, le donneur,
fait un malaise le lendemain, on peut se poser la question. Donc, on est souvent quand même dans le probable état. Donc voilà ce que ça donne au niveau national. On a 61% des incidents, alors si on concerne le sexe du donneur, 61% sont des femmes, 39% sont des hommes. Bon, c'est sûr que la femme est reconnue comme ayant plus volontiers des maladies vaginaux lors des dons. Donc, voilà. Si on regarde si le donneur est un nouveau donneur ou un donneur connu, on voit qu'on a 71% de nos effets indésirables qui surviennent chez des donneurs connus. Forcément, on prélève quand même beaucoup plus de donneurs connus que de nouveaux donneurs. 8% chez les donneurs nouveaux pour ce type de don et 21% chez les nouveaux donneurs. Par contre, si on regarde dans les catégories de donneurs, évidemment, dans la catégorie des nouveaux donneurs, le ratio est plus élevé quand même que dans la catégorie des donneurs connus. 66% sont des gens qui ont fait du don de sang total, 34% des dons d'aphérèse. Là encore, évidemment, on prélève beaucoup plus de sang total que d'aphérèse. Donc c'est normal. Par contre, quand on regarde le ratio par type de don, on a quand même un ratio plus élevé dans cette catégorie-là, des dons par aphérèse. Et puis 79% sont de gravité modérée et 21% de gravité sévère. Ça, c'était les chiffres de 2010. À mon avis, ça va basculer un petit peu en 2011, puisqu'on a changé de catégorie de gravité et que maintenant, comme je vous disais, on déclare en catégorie 2 tous les incidents avec une petite perte de connaissance. Donc voilà. Alors au total, le nouveau donneur qui est une femme jeune et qui donne en aphérèse a plus de chances de faire partie d'une catégorie. Ceci dit, on ne prend jamais en aphérèse à un nouveau donneur. Donc voilà. Alors ça, ce sont les types d'effets indésirables qui surviennent chez les donneurs. Donc 73% sont des effets indésirables d'ordre général, avec surtout des malaises vagales. Le petit malaise vagal, mais on est partout. Après, donc, qu'est-ce qu'on a? Les hématomes, c'est sûr. Les donneurs n'ont pas toujours des bonnes nouvelles. Donc, voilà. Et puis, quand on aphérèse, c'est surtout les incidents liés au citrate, parce que c'est les qu'on injecte du citrate. Et un chélaton de calcium qui a donc tendance à faire chuter le calcium, et du coup, on a des réactions qui sont en rapport avec cette chute de calcium. Alors, donc vous aurez le diaporama, vous pourrez les chiffres en détail. Les incidents graves de la chair. Alors ça, c'est relativement récent, et on a un texte qui est sorti encore plus récemment, là, le 24 décembre, mais ça a été mis en place quand même avant décembre 2010. Donc le but, c'est de mettre en évidence tous les incidents qui relèvent d'une erreur ou d'un accident susceptible d'affecter la qualité du produit et d'entraîner des effets indésirables graves chez le receveur. Donc on met en évidence tous les dysfonctionnements qui ont eu des conséquences graves ou pas, parce qu'en fait on met en évidence tout ce qui est susceptible d'entraîner des conséquences. Et c'est beaucoup mieux quand on déclare quelque chose qui est simplement susceptible d'entraîner des conséquences que quand on déclare quelque chose qui a réellement entraîné des conséquences. Donc voilà. Alors là encore, tout professionnel qui constate un incident grave doit le signaler sans délai, c'est les textes, ou au plus tard dans les 8 heures, au correspondant de vigilance de l'établissement de transfusion ou à la personne habilitée, où le candidat au don s'est présenté. C'est pas que le candidat au don d'ailleurs, c'est peut-être aussi le receveur, c'est tout dysfonctionnement. C'est un copier-coller malencontreux. Donc ça se déclare là aussi dans toujours le même logiciel national, et on déclare au moyen d'un document qui s'appelle la FIG, donc la fiche d'accident grave de la chair. Et ça concerne tout le processus transfusionnel. Donc ça peut être n'importe quelle étape où on a eu un dysfonctionnement qui aurait été susceptible d'entraîner une réaction indésirable. Donc ça se fait en concertation avec les professionnels concernés. Ça peut être un établissement de santé qui va déclarer un incident, parce qu'il n'y a pas que nous qui pouvons les déclarer. Ça peut être un établissement de santé qui va déclarer un incident mettant en cause l'EFS, ou inversement. Ou parfois on est tous les deux plus ou moins responsables, parce que nous on a donné quelque chose qu'on n'aurait pas dû et qu'eux ils n'ont pas vu. Donc ça se fait toujours en concertation. Évidemment, c'est pas pour descendre l'un ou l'autre. C'est toujours dans un but d'amélioration des pratiques, où ça se fait positivement et en concertation. Donc le but est d'évaluer les différentes étapes de la chaîne transfusionnelle et d'essayer de retrouver les causes de défaillance. Alors il y en a qui paraissent évidentes, il y a les causes immédiates, on va voir tout de suite pourquoi elle fait ça, pourquoi elle s'est trompée. Et puis après il y a les causes plus profondes qui ont amené la personne à se tromper. Et ça c'est important, de mettre en évidence ces causes-là, parce que c'est ces causes-là qui vont permettre d'éviter que ça se reproduise une deuxième fois.
Donc au niveau national, il y en a eu 484 déclarés en 2010. 322 donc survenus dans les établissements de santé, les ES, ce sont les établissements de santé, ça fait environ 67%, et 147 à l'EFS, ce qui fait que 30%. Et 15 qui ont été déclarés dans d'autres sites, soit les labos, soit dans les transports. Donc voilà. Quand on regarde l'étape de défaillance, la première étape de défaillance, eh bien on s'aperçoit que donc à l'ES, la première étape de défaillance est généralement une erreur d'identification du patient. Donc ça, c'est vrai qu'on les erreurs d'identification de patient, on les voit, on en voit beaucoup, on en voit régulièrement. Il y a toujours tout un travail de prise de conscience qui a été fait au niveau des ES, mais on a encore beaucoup de problèmes d'identification de patients. Ensuite, on a les erreurs de délivrance par le dépôt de sang se trompe aussi parfois, et puis des erreurs de prélèvement de tube au sein des unités de soins. À l'ETS, les principales étapes pour repérer comme étant à risque de dysfonctionnement sont les étapes de délivrance. C'est la dernière étape, le produit sort de l'EFS, c'est la dernière étape, c'est toujours une étape humaine. On sait que l'erreur humaine, elle existe, et il y aura toujours cette dernière étape. Donc voilà, le tout c'est de travailler en collaboration avec les ES pour rattraper aussi ces dysfonctionnements qui peuvent arriver. Personne n'est à l'abri. Et puis après, les incidents lors des prélèvements par inférèse en particulier. Surtout les excès de volume de prélèvement. Voilà, alors évidemment, comme je vous le disais, la traçabilité est le socle de l'hémovigilance, parce que sans traçabilité, on ne peut pas aller faire toutes ces déclarations. Donc c'est vraiment important, et heureusement qu'on a au niveau de l'UFS des gens qui nous saisissent toutes nos fiches de traçabilité. Alors, la traçabilité, c'est aussi ce qui va nous permettre de réaliser nos enquêtes transfusionnelles. Donc ça, c'est le dernier versant dont je vous parle. Deux types d'enquêtes transfusionnelles. Les enquêtes ascendantes ou les enquêtes descendantes. Les enquêtes ascendantes, elles partent des établissements de santé. C'est-à-dire que dans un établissement de santé, on va trouver chez un receveur, par exemple, une sérologie HCV positive, la première cause d'enquête que l'on a. Et donc, à partir de cette sérologie, on sait qu'il a été transfusé. Il va falloir donc retrouver tous les produits qu'a reçus ce patient. Donc, les établissements de santé, normalement, ont des dossiers transfusionnels. Ceci dit, les enquêtes HCV, c'est toujours des enquêtes anciennes, puisqu'on recherche l'hépatite C depuis 2010. Depuis 2010. 1990, c'est pas me dire. Donc, c'est toutes des enquêtes antérieures à 90. Donc, c'est toujours des vieilles enquêtes. Et en 90, les établissements de santé n'étaient pas obligés d'avoir des dossiers transfusionnels, puisque c'est en 92 qu'est sorti le premier texte, justement, qui précisait qu'il devait retrouver toutes les informations concernant le transfusion. Donc on n'avait pas à ce moment-là de dossier transfusionnel. C'est parfois un petit peu difficile. On retrouve parfois dans nos archives un certain nombre de choses, heureusement. Donc à partir de là, on retrouve les produits transfusés chez le patient, ou tout au moins délivrés, et à partir de là, on va retrouver les donneurs à l'origine de ces produits, et on les recontacte de façon à les faire revenir pour se faire recontrôler s'ils ne sont pas déjà revenus depuis, par rapport à cet agent incriminé. Bien sûr, toujours en respectant l'anonymat entre le donneur et le receveur, on ne doit jamais avoir sur un même document le nom du donneur et le nom du receveur. Deuxième type d'enquête qu'on a à faire, c'est l'enquête descendante. Alors là, c'est l'inverse. Là, on va trouver une séroconversion, par exemple, chez un de nos donneurs. Et l'angoisse, c'est toujours de se dire sur son dos antérieur, surtout s'il est très proche, est-ce qu'on n'était pas en période muette. Donc ça va justifier là encore des enquêtes chez le receveur de ce don, de façon à faire contrôler le receveur de ce don pour s'assurer qu'il est bien toujours négatif par rapport au marqueur. Toujours, bien sûr, en respectant l'anonymat entre le donneur et le receveur, et en passant donc, par les correspondants d'hémovigilance qui sont nos relais au niveau des établissements de santé. Alors la traçabilité, comme je vous le disais, c'est très important pour nous, et ça c'est pour vous montrer un petit peu qu'aujourd'hui on est tous très bons en traçabilité, parce qu'on est tous au-dessus de 95% de nos produits qui sont tracés. Alors entre le 99,7 et le 99,9, voilà, on est tous aussi bons les uns que les autres. L'objectif pour l'année prochaine est que tout le monde soit au-dessus de 99%. C'est un objectif du CROM. Voilà. Voilà.
merci beaucoup Isabelle. Et puis, donc je vous propose comment on est en avance. Donc si vous avez des questions sur ce sujet, vous pouvez les poser tout de suite, comme ça en profiter par rapport à vos réactions. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous ont interpellé. Donc si vous avez des questions à poser sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez revenir sur le début de la présentation, vous parliez du nombre de lières 2010 et comparer par rapport aux autres années? Est-ce qu'on est meilleur, moins bon? Oui, toujours un peu de technologie, ça fait plusieurs années. D'accord, donc ça ne descend pas. Non, ça descend un tout petit peu, je vous ai montré la courbe. Hein. Oui. On est un tout petit peu en dessous. Ah pardon, excusez-moi. Oui, donc on est un tout petit peu, on descend un tout petit peu, mais on tourne dans l'entour de cette ligne depuis plusieurs années. On voit bien qu'il y a eu une grosse ascension au départ, un plateau, et aujourd'hui, je crois que les modalités de déclaration aujourd'hui c'est un petit peu lourd. On a des documents à remplir qui sont vraiment très très lourds. Et je pense que ça dissuade un petit peu quand même certains établissements de santé qui étaient très sensibilisés au départ et qui aujourd'hui se disent finalement un incident, on est pratiquement sûr qu'il n'est pas en rapport avec la transfusion. Alors qu'en fait, on nous demande de déclarer tout de façon à avoir une base vraiment complète, parce que c'est ça qui nous permettra peut-être de mettre en évidence un nouveau type d'incident. Donc vous pensez que c'est sous-évalué, cette ligne? Je pense que le fait que ça descende un petit peu, surtout, c'est peut-être en rapport avec la longueur de la déclaration. Parce que dans les établissements de santé, ils sont quand même très très occupés. Et que bon, le transfusion, c'est un élément par rapport à l'autre. Parfois, on dit bien, effectivement, quand je suis sûre par rapport à la transfusion, quel intérêt d'aller le déclarer? L'intérêt, c'est que peut-être ça ne lui paraissait pas évident que c'était un rapport avec la transfusion, mais qu'après tout, il y avait peut-être un lien, et que si tout le monde déclare un jour, on s'aperçoit que finalement, il y a un nouveau type d'incident qui vient. Le trali dont on parlait tout à l'heure, c'est récent. Il y a 10 ans, le trali, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on le cherche, et aujourd'hui, on le trouve. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, enfin, je ne sais pas si vous n'avez pas là, on en parle cette année, mais il y a vraiment eu une ascension, là, pour le coup. Parce que c'est un nouvel type d'incident pour la vie. Donc ça, c'est important de les déclarer. Mais... Donc voilà, c'est bien. Oui, vos chiffres nous indiquent, en fait, si j'ai bien regardé, j'aurais pas dû la mettre au diamant. Ça va être un sujet un peu délicat. Non, c'est pas grave. On peut en parler. Donc voilà, je suis un peu surprise de voir en effet nous parle qu'il y a plus d'allergies OGM, mais les chiffres ne sont pas là en vrai. On va avoir le diapo. Effectivement, aujourd'hui, les chiffres ne sont pas là. Alors, la décision, c'est pas le FS qui l'a prise, hein, c'est l'APSAX. On regarde de toutes les déclarations sur un risque cumulé. Là, je vous ai montré que les chiffres, là, je vous ai montré 2010, mais en fait, le EBL est en place depuis 2008. Il y a eu beaucoup de déclarations au début, un peu moins après, c'est une année sur l'autre. Et eux, ont pris leur décision sur un risque cumulé, en fait. Et pas seulement sur le risque de 2010, mais sur un risque cumulé qui ressort un peu mieux. Je ne suis pas du tout sur la décision. Ce qui ressort un peu mieux, c'est un risque important. En plus, comme on présente sur des nombres faibles, il suffit d'un ou deux en plus pour faire. Donc, mais c'est vrai que je vous les ai montrés, c'est la réalité, c'est les chiffres de 2010. On n'a pas raison de les cacher. Effectivement, ces chiffres-là, on se fait la même chose. Et ceux pour 2011, on est à 1 sur 23. Donc encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je te pose une question sur la fiche des fins indésirables. Vous avez parlé qu'elle allait être simplifiée et que Je crois qu'il n'est pas question qu'elle soit simplifiée, malheureusement. J'ai dit ça. L'année prochaine, il y a
Non, il va y avoir par contre une fiche pour les incidents, les informations post-don, qu'on n'a pas aujourd'hui. Ça oui, on n'a pas aujourd'hui de fiche standardisée nationale APSAP pour les informations post-don, et ça, c'est un texte qui est en train de se mettre en place, et l'année prochaine il va sortir. Et on va déclarer les informations post-don comme on déclare aujourd'hui les établissements receveurs, donneurs et les décideurs d'achat. Mais par contre, la fiche d'établissement receveur, elle a été vraiment modifiée pour permettre d'avoir l'exploitation vraiment la plus complète possible. C'est pour ça qu'elle est assez lourde. Est-ce que vous avez d'autres questions ?